Ben, écoute, le GRI Montréal, donc ici, pour nous, les lettres GRI, ça veut dire Groupe de recherche et d'intervention sociale, parce qu'on a un volet effectivement recherche communautaire depuis le début, j'y reviendrai tantôt. Comment ça a vu le jour? Eh bien, en fait, on est issu d'un autre organisme communautaire qui s'appelle Jeunesse Lambda, qui est un organisme d'entraide par les pairs, comme il y en a beaucoup ici au Québec. Donc, des jeunes qui ont mis en place des groupes de discussion euh, qui avaient besoin de partager sur leur expérience, sur leur coming out, sur la réaction de leurs parents. Et en fait, ils se sont assez vite rendus compte que l'endroit où ils vivaient le plus de discrimination, le plus de difficultés, c'était en milieu scolaire. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour que les jeunes soient plus acceptants, finalement? Et ils ont fait une présentation à un groupe d'enseignants d'un cours qui s'appelle Formation personnelle et sociale, qui était un cours assez avant-gardiste ici au Québec, qui n'existe plus maintenant. Hein, comme toutes les bonnes choses, souvent, on y met fin. Et ils ont proposé à ces enseignants-là de venir simplement discuter, ouvrir le dialogue avec leurs élèves. Et un de ces profs-là a dit oui. Ils sont allés donc en 1988 faire leur première intervention en milieu scolaire. Ils étaient 4. Je pense qu'ils avaient un peu peur de la réaction. 3 gars, une fille. Et ça s'est assez bien passé. Il y a eu une bonne réponse des jeunes. Les jeunes étaient curieux et ils ont eu un échange très constructif. Et donc, après, bon, ben, le bouche à oreille a commencé à faire son travail. Au sein de Jeunesse Lambda, ils ont créé un comité qui s'appelait le Comité d'intervention sociale. Ils en faisaient 5, 10, 15 les premières années. Et puis, finalement, bon, ben, c'est monté à 30. Et puis, ils se sont dit, il faut qu'on sorte ce projet-là de Jeunesse Lambda parce que nous, on n'est plus capable de l'assumer et créer un organisme à part entière. Et c'est à ce moment-là, donc en 1994, que a été créé le groupe de recherche et d'intervention sociale gay et lesbienne à l'époque. Maintenant, on a laissé tomber ça. On est juste GRI Montréal, en fait. Et puis le volet recherche dont je te parlais, donc ça c'est le volet intervention sociale dans les classes. Le volet recherche, c'est vraiment, on a un questionnaire qui comporte une douzaine de questions qui évaluent le niveau de confort des jeunes vis-à-vis d'une série de situations de la vie courante qu'ils auraient à partager avec une personne gay, lesbienne ou bisexuelle. Et ils répondent exactement aux mêmes questions juste après l'intervention, donc une fois juste avant, une fois juste après. Et ça nous permet d'évaluer l'impact de l'intervention, évidemment, à très court terme, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Alors voilà d'où on vient et d'où vous venez donc. On a fait deux choses. D'abord, on a comparé la partie que les jeunes remplissent avant l'intervention. Donc ça nous permettait d'avoir une idée, peu importe la présence du gris, est-ce que les jeunes ont évolué dans leur niveau de confort dans les 10 dernières années. Et puis après, on a comparé effectivement l'impact. Est-ce que l'impact est toujours aussi important qu'il y a 10 ans? Et dans les deux cas, la réponse est oui. Donc, c'est assez positif. On se rend compte que non seulement les jeunes sont plus à l'aise avec tout ce qui touche à l'homosexualité, la bisexualité qu'il y a 10 et même 15 ans. Par contre, il y a encore du travail à faire, évidemment. Et on se rend compte aussi que l'impact de l'intervention du GRI est toujours important. Donc, même si les jeunes partent de plus haut, disons dans leur niveau d'aise, les bénévoles du GRI sont toujours à même de les faire aller encore plus haut. C'est toujours un peu une question piège pour moi, ça, parce que ça fait quand même 17 ans que j'ai quitté la Belgique. Et bon, la Belgique d'il y a 17 ans et le Québec d'il y a 17 ans étaient tous les deux certainement plus fermés. C'est certain que moi, mon souvenir de la Belgique à ce niveau-là n'est pas vraiment super reluisant, on va dire, mais quand je vois simplement le fait que vous existiez, qu'il y ait eu des politiques qui aient été mises en place, et puis que, bon, la Belgique a été un des premiers pays à accorder le mariage aux conjoints de même sexe, je me dis quand même que les choses ont évolué là-bas aussi. Donc, je ne me permettrais pas de comparer les deux parce que ce serait, je pense, très injuste pour ma terre natale. Mais pour ce qui est de l'impression d'ouverture ici à Montréal, je pense que oui, le Québec et principalement les zones urbaines sont quand même ouvertes, mais il faut rester prudent parce que dans le quotidien, quand tu questionnes
les Montréalais ou même les bénévoles ici au Gris, très peu, par exemple, vont s'autoriser à se manifester de l'affection en public, qui gardent une certaine réserve. Évidemment, ça dépend aussi de où ils sont à Montréal, hein. Un quartier n'est pas l'autre, comme à Bruxelles, un quartier n'est pas l'autre. Il y a certainement une acceptation de surface, je dirais. Mais il ne faut pas grand-chose pour libérer la parole homophobe ici non plus. Quand tu grattes un peu, quand tu vois, par exemple, des réactions sur Internet, sur des forums, des commentaires à des articles de journaux ou des choses comme ça, tu vois qu'il y a quand même encore beaucoup de réticence, beaucoup de fermeture, beaucoup de préjugés. Et on n'est pas encore tout à fait près de ce qu'on pourrait appeler l'égalité sociale, où vraiment l'orientation sexuelle est vue comme une partie, comme une autre de la personnalité d'un individu. On est encore loin de là, je dirais. Mais c'est sûr que, encore une fois, tu sais, quand on se compare, on se console. Ça, c'est une belle expression québécoise. C'est mieux qu'ailleurs, c'est mieux qu'ailleurs, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que quand on arrive d'ailleurs, on est un peu, tu sais, quand on est en vacances, on est toujours plus à l'aise, je crois. On remarque aussi que quand tu te promènes dans les rues de Montréal et que tu vois, surtout les hommes, je dirais, deux hommes qui se tiennent la main, souvent sont des touristes. Parce qu'ils arrivent avec cette idée que, ben, justement, Montréal, c'est super gay-friendly. Puis en plus, ils sont loin de chez eux. Puis, oh, mon Dieu, qu'on est bien ici. Et on peut se donner la main et il nous arrivera rien. Et la plupart du temps, effectivement, il ne leur arrive rien. Donc, ils repartent avec cette idée-là. Mais je dirais que moins de Montréalais se le permettent parce qu'ils vivent ici et qu'ils ont été témoins ou qu'ils ont entendu des gestes peut-être moins ouverts. Et donc, ils vont garder une réserve, quoi. On a fait la planification stratégique de l'organisme l'année passée. On l'a révisée. On en crée une nouvelle tous les 5 ans et on la révise tous les 3 ans. Donc là, c'était le temps de vraiment d'en créer une nouvelle. Et les membres ont exprimé leur désir qu'on réfléchisse à la meilleure façon d'intégrer la démystification des réalités trans à nos travaux. Maintenant, la réponse à cette demande-là ne veut pas forcément dire que c'est nous qui allons le faire. Il y a effectivement des organismes ici à Montréal, plusieurs en plus, dont la mission est vraiment centrée sur les réalités trans. Puis nous, on ne veut pas marcher sur les plates-bandes de personnes et on ne veut surtout pas faire des choses pour lesquelles on n'est pas ceux qui ont la meilleure expertise. Nous, on est des experts en témoignage. On est des experts en formation de bénévoles au témoignage. Et je crois qu'il reste encore à prouver que le témoignage est un outil efficace pour la démystification des réalités trans. Et je pense qu'au sein même de la communauté trans, en tout cas ici à Montréal, d'après les contacts que j'ai eus avec certains d'entre eux, il y a une vision divisée sur cette question-là. Donc, certains pensent que oui, c'est une bonne façon, et d'autres pensent que les réalités trans et les personnes trans sont instrumentalisées par leur témoignage et préfèrent donc ne pas encourager cette façon de faire. Donc, ça va être une longue réponse à cette question-là parce que c'est une question complexe. On travaille à voir qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour que les jeunes puissent avoir de l'information de qualité sur les réalités trans. C'est ce que je pourrais te dire. Est-ce que c'est nous qui allons nous en occuper? Je n'ai pas encore la réponse à ça. Est-ce que ça va se faire en partenariat? Est-ce que ça va être un organisme trans qui va le faire et qu'on pourrait aider avec notre expertise en formation de bénévoles? Toutes ces possibilités sont sur la table. Je viens de commencer à faire des contacts avec les organismes trans. Enfin, je viens de commencer au début de l'automne. Donc, peut-être qu'on aura la réponse dans les prochaines années. Je l'espère. Donc, le Gris Montréal, c'est 6 employés à temps plein. C'est à peu près 300 membres, 300 bénévoles environ, dont environ 250, je dirais, qui sont formés pour aller en classe. Évidemment, qui sont actifs à divers niveaux. Il y en a qui font 50 interventions dans leur année, il y en a qui en font 4. Là. Bon, ça, c'est sûr, mais ça représente à peu près cette masse-là. On fait entre 1100 interventions par année, donc on rencontre
entre 25 et 30 000 jeunes et aînés, puisque maintenant on fait des interventions aussi auprès des aînés par année. Pour ce qui est des finances, on a un budget de fonctionnement qui tourne aux alentours de 500 000 De ce 500 000 $-là, 60 000 sont fournis par un programme public récurrent. Donc, tout le reste doit être renouvelé, cherché, sué chaque année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fonds publics, par exemple. Il peut y avoir de la subvention par projet qui vient d'un ministère ou l'autre. Il peut y avoir ce qu'on appelle ici des fonds discrétionnaires. Donc, ce sont des enveloppes dont les députés et les ministres disposent disposent à leur discrétion, comme ça le dit. Donc, oui, il y a d'autres fonds publics, mais pas récurrents. Et la majeure partie de notre budget, en fait, vient d'activités bénéfices, de campagnes de financement. Notre campagne annuelle de financement, c'est l'année passée environ 260 000 $, donc c'est plus de la moitié de notre budget. Les activités bénéfices comme la soirée des orientations dont vous avez entendu parler, c'est 50 000 $. Donc, ce sont ces activités-là, en fait, qui nous rapportent l'argent dont on a besoin pour fonctionner. Donc, c'est à recommencer chaque année. Ça prend beaucoup d'énergie. Évidemment, le côté positif de ça, c'est que, par exemple, pour le moment, on est en grande période d'austérité ici au Québec avec un gouvernement qui va dans une direction plus de coupures. Les organismes communautaires en pâtissent beaucoup. Ben, nous, on en pâtit moins parce que vu qu'on n'a déjà rien, on ne peut pas nous couper beaucoup plus. Donc, ça nous donne une indépendance par rapport aux circonstances politiques, je dirais, qui est appréciable. Ça nous donne aussi une indépendance par rapport à l'utilisation de nos fonds, parce que les seuls à qui on doit rendre compte, dans le fond, c'est nos donateurs. Et puis, eux, la plupart du temps, ils sont contents avec ce qu'on fait. De toute façon, je crois qu'ils ont confiance dans le fait qu'on dépense bien leur argent. Donc, ça a un côté négatif qui est que c'est très lourd et un côté positif qui fait qu'on est très libre, en fait. C'est certain que de plus en plus, les entreprises veulent se positionner comme étant des joueurs importants dans l'acceptation de la diversité. Puis la diversité sous toutes ses formes, la diversité culturelle, la diversité sexuelle, la parité homme-femme, l'accession des femmes à des postes de responsabilité, etc., etc. Donc, les entreprises importantes vont souvent avoir des politiques, en fait, des politiques de diversité, et la question de l'orientation sexuelle en fait partie. Donc, de se positionner comme un partenaire d'un organisme comme le GRI, ça leur permet de mettre cela de l'avant. Et peut-être aussi, j'imagine qu'il y a deux volets intéressants pour eux. D'abord, attirer une catégorie d'employés qui rechercheraient ce type d'entreprise, et puis aussi se positionner aux yeux de la société comme étant une entreprise ouverte. Et donc, les gens pour qui c'est important et qui ont ce genre de valeur, ben, se retourneront peut-être plutôt vers eux que vers un concurrent lorsqu'ils auront besoin de services. On voit ça, par exemple, avec les banques, beaucoup, qui s'impliquent beaucoup dans la communauté ici. Donc, je dirais que ce sont les deux raisons principales que je vois pour leur implication. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour tous nos bénévoles du GRI Wallonie Ben oui, avec grand plaisir. Je les remercie d'abord de leur implication, et puis à vous aussi, pas seulement les bénévoles, mais les employés, d'avoir donné vie à ce projet-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'a évidemment profondément touchée, de voir que ça se faisait en Belgique et que le modèle avait été exporté pratiquement en copier-coller, un peu comme tu disais l'autre jour. Puis c'est encore plus valorisant parce que ça veut dire qu'on estime que c'est bon comme c'est là. Et puis, je leur souhaite tout le courage nécessaire pour poursuivre l'œuvre, la grande œuvre de démystification qui est commune à chacun de nos organismes. Et puis, c'est ça. Encore une fois, ben, merci pour leur temps.